Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous souhaiter une bonne année 2026, même si je ne sais pas quand sortira cette vidéo, peut-être en mars ou en avril. 2025 a été une année assez mouvementée en termes de cyberattaques, France Travail à plusieurs reprises, Bouygues Télécom, Mondial Relais, mais celles qui ont été les plus osées et violentes sont celles contre le ministère de l'Intérieur et le site de la Poste. Avant d'attaquer vraiment dans le vif du sujet, il faut que je vous parle de l'année 2026, qui va être une année décisive pour mon contenu. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis un petit moment, vous avez pu constater qu'entre mai et septembre, il y a eu une bonne grosse pause, qui est due surtout à un déménagement que j'ai pas forcément pu préparer en termes de vidéos. J'étais un petit peu trop occupé à préparer le déménagement en question. Mais depuis la reprise des vidéos en septembre, l'audience n'est pas forcément là, ce qui pourrait indiquer une chute de qualité de mes vidéos, et c'est possible, ça y a que vos retours qui pourraient me le dire, ou juste que l'absence a été trop longue pour l'algorithme YouTube qui fait en sorte de ne plus trop me mettre en avant mes vidéos. Ce qui fait que les vues de mes vidéos ont été divisées par 2, voire par 3, et dépassent depuis septembre très peu les 100 vues. Là où avant la pause, ça dépassait les 100, voire même 200 vues, sans souci. Certes, ces stats sont pas forcément impressionnantes sur YouTube en 2026, mais pour moi, c'est suffisant pour me motiver à continuer à faire des vidéos. Et comme je vous le dis, cette baisse de vues a un petit peu joué sur ma motivation, ce qui fait que, en fin d'année 2025, j'ai été bien moins motivé à sortir des vidéos sur YouTube. Ce qui fait que 2026 va être décisif, puisque je me laisse jusqu'à la fin de l'année pour faire remonter un petit peu mes vues. Et si mes vues ne remontent pas, ou du moins si j'arrive pas vraiment à me remotiver, eh bien on va plutôt aller vers une rarification de mes vidéos. Attention, je ne dis pas que j'arrêterai mes vidéos, mais qu'elles seraient beaucoup plus espacées, et pas forcément plus longues, pour au contraire mettre en avant mes formats courts. Si vous suivez la chaîne depuis au moins plusieurs mois, vous avez vu que depuis décembre, je sors des formats courts sur YouTube, Instagram et TikTok, et que ces formats courts-là, même si je ne sais pas du tout comment ils se placent par rapport aux vues moyennes, marchent plutôt bien et me permettent de faire beaucoup plus de sujets, même si actuellement je sors plutôt une vidéo par semaine, mais j'ai pour projet d'en sortir au moins 2 voire 3 par semaine. Ce qui veut dire du travail supplémentaire pour moi qu'il va falloir additionner à ma vie professionnelle et ma vie personnelle plus les grosses vidéos, ce qui signifie que il est possible que même avant décembre 2026, les vidéos YouTube commencent un petit peu à s'espacer. Actuellement, je fais une vidéo toutes les 2 semaines, il est possible que on atteigne une vidéo toutes les 3 ou 4 semaines. Mais si cela arrive, ça veut dire qu'il y a du contenu supplémentaire en format court. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me donner votre avis sur les formats courts et les formats longs, que je puisse savoir un petit peu où me placer, et si vous préférez les formats courts, eh bien là je pourrai en sortir plus souvent. Si au contraire vous préférez les formats longs, eh bien je pourrai aussi voir pour me bouger un peu le cul. Voilà, maintenant place à la vidéo. La fin 2025 a été un véritable défi pour de nombreuses équipes informatiques, encore une fois. Là où habituellement les activités informatiques en fin d'année sont plutôt calmes parce qu'une grande partie des employés de diverses entreprises sont en congé, et oui, un bon 90-95% si ce n'est plus des problèmes informatiques ou cyber sont dus à des actions d'employés avant d'être de véritables menaces informatiques extérieures. Pour le mois de décembre 2025, c'est 2 attaques majeures qui ont eu lieu contre des services principaux français. Une courte contre le ministère de l'Intérieur, mais ayant permis l'accès à des informations, et une plus longue et bloquante contre la Poste. C'est dans la nuit du 11 au 12 décembre que l'attaque contre le ministère de l'Intérieur a été détectée. Cette attaque a débuté par de simples activités suspectes sur les serveurs de messagerie du ministère. Cette première phase est plutôt décisive puisque pendant que les équipes de sécurité analysent ces activités et investiguent, la personne à l'origine de l'intrusion a encore un peu de temps devant elle pour continuer ses actions, même si à ce stade elle est déjà repérée, et généralement les pirates informatiques ne sont pas encore au courant que leur présence dans un système ne passe plus inaperçue. C'est le 12 décembre que l'incident est confirmé par le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, en confirmant l'accès illégal à la messagerie du ministère, et donc on peut le penser à tous les documents, messages, accès, etc. qui s'y trouvaient. À ce moment-là, moins de 24 heures après l'intrusion, il est normal que les informations données soient restreintes, et que l'on n'ait pas encore connaissance de la suite de l'attaque. Aussi bonne qu'une équipe informatique puisse être, il faut du temps pour retracer tout le parcours d'une personne dans un système d'information, surtout si l'attaquant se latéralise, c'est-à-dire qu'il utilise certains serveurs et vulnérabilités pour accéder à d'autres services sur le réseau.
Pour parler un peu de mon expérience, il ne suffit pas de chercher une simple IP dans les logs, les journaux d'activité, puisque lors d'une latéralisation, l'IP d'un serveur interne ou d'un poste de travail peut être utilisé pour lancer d'autres actions. L'analyse de ce genre d'attaque est très longue et demande beaucoup de temps, de minutie et de vérifier chaque outil de sécurité, les antivirus, les EDR, les sons de réseau, etc. pour collecter un maximum de données exploitables, puis de procéder à une élimination des faux positifs pour enfin réussir à comprendre le cheminement de l'attaque. Le 14 décembre, des signes sans trop d'importance pour le commun des mortels pointent le bout de son nez avec la réouverture de Breach Forum, un site de revente de données volées sur différents sites internet et plateformes, fermé courant de l'année 2025, réouverture faite avec un nom de domaine en intérieur.gouv.fr, du style breachforums.intérieur.gouv.fr, ce qui est un domaine légitime gouvernemental français et qui laisse à penser que soit il s'agit d'un très bon spoofing, une usurpation de nom de domaine, soit un compte ou un service de messagerie est encore compromis, ce qui aurait permis l'ouverture de ce site. De plus, c'est également le 14 que l'attaque a été revendiquée, ce qui veut tout et rien dire, puisque n'importe qui peut revendiquer une attaque informatique tant que personne ne l'a fait en premier. Mais le temps de battement entre l'attaque initiale et la revendication peut laisser perplexe. Souvent on revendique une attaque rapidement, pas après 2 ou 3 jours, sans pour autant que la revendication soit simplement de l'opportunisme. Le 16 décembre, c'est confirmé, ce n'est pas seulement la messagerie qui a été consultée, mais également des outils internes, le traitement des antécédents judiciaires et le fichier des personnes recherchées. Selon une autre personne revendiquant l'attaque, il aurait volé des millions de données personnelles, jusqu'à 16 millions, mais aucune preuve technique, qu'il s'agisse d'échantillons de la part du soi-disant hacker ou de traces d'exfiltration de données sur le serveur interne du ministère, ne permet de crédibiliser cette information, sans toutefois écarter le risque que des données aient réellement fuité, ne serait-ce qu'une petite quantité. Et oui, plus la quantité est importante, et plus ça laisse de traces. Donc si des petits fichiers, ou du moins de petites quantités de données ont fuité, ça prend beaucoup plus de temps à être détecté. Le 17 décembre, un suspect de 22 ans est arrêté pour des faits d'atteinte à un système d'automatisation de données à caractère personnel de l'État, compromis en bande organisée, passible de 10 ans de prison, sachant qu'en juin dernier, il avait été condamné à 1 an de prison avec sursis pour atteinte à un système automatisé de traitement des données, condamnation dont il avait fait appel, mais après le piratage du ministère de l'Intérieur, il est plutôt mal barré avec cette demande d'appel. Il a été interpellé à Limoges et placé en garde à vue par la section de lutte contre la cybercriminalité du parquet de Paris et l'office anti-cybercriminalité. Et pour le moment, lorsque j'écris cette vidéo, début janvier, on n'a pas plus d'infos, du moins pas d'infos majeures sur le pourquoi, du comment et la conclusion du procès et des investigations. Les premiers éléments de réponse que l'on a concernant l'accès à la messagerie du ministère de l'Intérieur est une compromission de compte de messagerie, sans réellement savoir si la compromission a été réalisée via une faille humaine ou technique. La seule communication officielle qu'il y a eu à ce sujet indique qu'il s'agit d'une vulnérabilité dans l'hygiène numérique interne, ce qui en soi dit tout et rien à la fois. Pour ce qui est de la Poste, l'attaque est moins complexe et sans intrusion, mais elle est quand même extrêmement impactante, surtout au moment où elle a eu lieu. C'est donc le 22 décembre que débute une attaque DDoS contre les services de La Poste, la Banque Postale, ainsi que ceux de la Banque Populaire et la Caisse d'Épargne, mais bien moins impactés. Pour rappel, une attaque DDoS, ou DDoS, est une attaque par déni de services distribués, qui a pour but de paralyser ou de faire crasher des systèmes informatiques en les bombardant énormément de données à la seconde venant d'une multitude de sources pour rendre ces services inaccessibles. Et en cette période de fête de fin d'année, qui est la période de pic d'activité de livraison de colis pour la Poste, un blocage pareil représente un enfer pour le suivi et la livraison de colis. Parce que oui, il n'y a pas que les services accessibles au public qui sont inaccessible, mais également certains services internes, l'attaque semblant viser des ranges d'adresses IP. Je ne vais pas vous réexpliquer ce qu'est une adresse IP, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, mais lorsque l'on parle de range, on parle de tout un groupe d'adresses IP, comme par exemple le range d'IP de 192.168.0.1 à 192.168.0.254. N'essayez pas de faire quoi que ce soit sur ces adresses IP là, ce n'est qu'un exemple, et comme il s'agit d'adresses IP locales, vous risquez de mettre en vrac votre réseau local.
Donc il faut bien comprendre que c'est une attaque massive généralisée sur les services informatiques de la Poste qui a eu lieu, et non pas une attaque ciblée sur certains services. Si vous voulez une illustration plus parlante, c'est comme si dans une ville, ce n'était pas seulement la gare, l'aéroport et le port qui étaient pilonnés par l'artillerie, mais toute la ville sans viser quoi que ce soit de très précis. Ou même si on parle vraiment de range RSIP, c'est comme si c'était des quartiers qui étaient visés, et non pas une cible précise. Cette première attaque semble avoir pris fin le 25-26 décembre, avec un retour à la normale et l'accessibilité à tous les services du groupe. Et vous pensez bien que si je parle de première attaque, c'est qu'il s'est passé autre chose par la suite. Jeudi 1er janvier, il y a 3 jours au moment où j'écris la vidéo, des semaines si ce n'est des mois pour vous en fonction de quand sortira cette vidéo, une nouvelle attaque par déni de services distribués a été lancée contre les services du groupe La Poste, avec toujours le même but, rendre inopérants les services un maximum de temps. Et quand je dis un maximum de temps, nous sommes le 4 janvier quand j'écris, et certains liens du groupe La Poste dont je me sers pour écrire cette vidéo, dont une publication détaillant jour par jour l'attaque du 22 décembre, galèrent un peu beaucoup à charger. Je pense que les solutions de sécurité mises en place font leur travail comme elles peuvent, mais au moins, avec de la patience, on arrive à accéder à la plupart des services. Comme pour l'attaque contre le ministère de l'Intérieur, il aura fallu attendre quelques jours pour que l'attaque soit revendiquée, et comme pour le ministère de l'Intérieur, il faut prendre cette revendication avec des pincettes, puisqu'il peut s'agir d'une revendication opportuniste. Les seules informations qui pourraient donner des indices sur l'organisation à l'origine de l'attaque sont la puissance de l'attaque, qui a réussi à bloquer un très grand nombre de services de tout un groupe, et la durée de l'attaque, sachant qu'il faut à minima avoir de gros moyens techniques pour maintenir une attaque de cette importance aussi longtemps, et peut-être aussi des moyens financiers derrière. Sachant que l'utilisation d'un botnet n'est pas à exclure, ça demande moins de moyens techniques, mais plus financiers. Mais en l'état actuel, surtout avec une attaque DDoS, établir l'origine de l'attaque est très compliqué pour ne pas dire impossible. On ne peut pas juste identifier l'origine des adresses IP des machines participant à l'attaque, déjà parce que potentiellement il y en a des milliers, si ce n'est des dizaines ou des centaines de milliers, mais surtout parce que généralement, comme je l'ai précisé plus tôt, les machines utilisées lors d'une attaque DDoS sont des machines zombies. Je vous ai déjà parlé du fait de ne pas télécharger de jeux ou de logiciels craqués, que c'est souvent trop beau pour être vrai, et bien certains crackers cachent du code malveillant dans ces jeux ou logiciels, de manière à pouvoir, si besoin, envoyer des requêtes depuis votre PC, sans même que vous vous en rendiez compte. Donc même si vous voulez militer contre le prix des jeux vidéo qui s'envolent, même si vous n'avez pas d'argent pour acheter des jeux récents, télécharger des jeux ou des suites de logiciels comme la suite Adobe, et je suis bien placé pour savoir à quel point c'est cher, que votre antivirus détecte quelque chose ou non, c'est continuer à encourager des pirates informatiques. Ou alors jouer avec un PC qui n'est pas connecté à internet. J'y crois pas que j'en arrive à dire des choses pareilles. Pour le reste des données techniques, comme l'attaque semble encore en cours, alors vous quand vous verrez la vidéo, non, et qu'il faut quelques jours à des équipes techniques pour rassembler tous les éléments, les analyser et fournir un rapport. Pour le moment, je n'ai pas trouvé d'autres informations, et d'ici le tournage de cette vidéo, peut-être que cela aura changé. Et oui, ça a légèrement changé, puisqu'on sait que c'est bien un botnet qui est à l'origine de l'attaque, et que des analyses plus approfondies sont en cours, mais après avec un botnet, c'est assez compliqué d'avoir plus d'éléments. De toute façon, savoir que l'attaque a duré exactement X jours avec un débit de X gigas par seconde, je pense que ça vous fait une belle jambe, mais que ça ne vous empêchera pas de dormir. Avant de déverser votre rage en écrivant sur Twitter que, comme c'est un service français, évidemment il n'y a pas de sécurité mis en place, ou d'autres choses sans même savoir quoi que ce soit, il faut bien comprendre que, heureusement, il y a des solutions anti-DDoS de mis en place, comme dans n'importe quelle entreprise en France, mais qu'aucune solution n'est parfaite à 100%, et qu'elles ne sont pas magiques, elles ont besoin de traiter l'information, et si le nombre de paquets envoyés par seconde est conséquent, la solution anti-DDoS aura du mal à tout traiter. Rapidement, une petite explication de comment ça fonctionne. Le but d'une solution anti-DDoS est de filtrer le trafic légitime du trafic malveillant lié au DDoS en cours. Pour cela, la solution va dans un premier temps détecter la nature du trafic anormal, les adresses IP, les protocoles utilisés, le nombre de requêtes par seconde, etc. Puis taguer les requêtes légitimes et les requêtes malveillantes, et ensuite distribuer le trafic légitime si cela est possible, et atténuer le trafic malveillant de différentes manières. En bloquant les IP, en absorbant le trafic à travers le réseau, en redirigeant les flux vers des serveurs prévus à cet effet, etc. Dans le cas d'une volumétrie malveillante très importante,
il est possible que le filtrage soit très complexe à effectuer, surtout en période de fin d'année où de nombreux utilisateurs vérifient le suivi de leur colis ou l'état de leur compte bancaire sur la banque postale. Et il y a aussi un risque de suraccident, comme sur l'autoroute, où des usagers vont ralentir pour regarder les véhicules accidentés, et donc risquer de créer un autre accident supplémentaire. Le fait d'annoncer que les services du groupe La Poste subissent une attaque DDoS, rendant ces services inaccessibles, donne envie aux utilisateurs de ces services d'aller vérifier pour être sûr, et cela crée un volume de requêtes supplémentaires à traiter par les solutions anti-DDoS. Que penser de ces attaques ? Est-ce que nos systèmes informatiques sont si mal protégés ? La sécurité informatique, c'est une balance. Il faut réussir à trouver le bon équilibre entre sécurité et utilisation facile des services. Si on pousse trop loin la sécurité et que cela nécessite l'utilisation d'un mot de passe, puis d'un code à usage unique valable que 10 minutes, avec une session qui se déconnecte au bout de 15 minutes d'inactivité, avec un code de sécurité à taper pour accéder à chaque service, avec une adresse IP qui doit être validée par un code envoyé par courrier postal, là c'est sûr, les risques d'attaque ou de piratage sont faibles, mais les risques d'utilisation de vos services aussi. Sans parler que des services comme ceux de la Poste, que ce soit le suivi de courrier, l'envoi de courrier, la redirection de courrier, etc., nécessitent de pouvoir accepter un flux d'utilisateurs quotidien important, et donc les solutions de sécurité doivent être réglées de manière ni trop permissive, ni trop restrictive. Comprenez bien également que la sécurité informatique coûte très cher et ne rapporte pas d'argent, même si elle permet d'éviter en perdre de trop, mais avec ses limites, surtout que les éditeurs de solutions de cybersécurité se font bien plaisir avec le prix des licences. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ce soit militaire ou informatique, l'attaque évoluera toujours avec la défense, et avec l'essor de l'IA déjà bien utilisé à des fins malveillantes, on n'est pas prêt d'en voir le bout. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, eh bien n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Ça coûte rien, N'hésitez pas à partager la vidéo pour qu'elle soit vue par un maximum de monde, à cliquer sur le pouce en l'air, à laisser un commentaire si vous avez une remarque ou une question, et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, bonne soirée, bonne journée, et n'oubliez pas, la sécurité est l'affaire de tous. Ciao. Insérer blague sur Apple ici. Blague sur Apple ici. Bon, c'est bon, ça va, on a compris. La sécurité informatique est une balance. Non, c'est une balance.